moi, j'ai aucune idée de quoi je parle 99% du temps. La vidéo va commencer de même. Bon, on commence en force. Excusez. Allô YouTube! Je suis présentement avec Cali! Merci d'être là, Cali. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment nerveuse de faire ça. Le sois pas sérieux. J'ai peur de dire des niaiseries, mais je sais que tu vas me remettre sur le droit chemin assez rapidement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Cali? On va répondre à des questions de tes abonnés sur le racisme, les relations raciales, l'appropriation culturelle. Ok, on part. Ok, Frédéric Bastien Forêt demande: est-ce que j'ai le droit de me tresser les cheveux? Est-ce que j'ai le droit de faire du rap? Pourquoi? Je vais commencer avec le concept de base de l'appropriation culturelle. Dans le fond, l'appropriation culturelle, ça arrive quand un groupe dominant, puis le dominant, ça va pas être en chiffres. Les Blancs en Afrique du Sud étaient dominants, même s'ils étaient comme même pas 20% de la population. Un groupe dominant prend quelque chose d'un groupe dominé, puis il se l'approprie ou le commercialise pour des intérêts esthétiques ou whatever. Fait comme si c'était cool, nouveau, trendy, quand eux le portent, mais quand c'est les personnes de couleur qui portent, qui fait juste participer dans sa culture, dans les traditions de sa culture, c'est mal vu. Par exemple, si moi, je décide de mettre des cornrows ou des tikouris en créole, ça va être mal vu parce que je vais avoir l'air comme de sortir de prison, d'être dans un gang, d'être gangsta ou ghetto. Le problème, c'est que justement, c'est dans ce cas-là, les personnes blanches le portent, c'est trendy, mais quand les personnes noires le portent, ben ça l'est pas. Et que moi, j'ai pas de contrôle sur les actions de personne, puis je contrôle juste ma propre personne. Le problème, c'est que en faisant ces actions-là, vous devez être conscient de vos privilèges, dans le sens que, tu sais, si tu le sais, là, que toi tu peux le faire, comme tu peux te mettre des cornrows puis t'auras pas l'air ghetto puis tu peux les enlever le lendemain puis ça va pas nuire à ton privilège. Mais le faire, ce serait un peu une insulte à une histoire qui est pas la mienne. C'est que tout ce que les cultures font, dans la culture noire fait, des tikouris ou des head wraps, ça a tout le temps une raison d'être. Par exemple, le head wrap, c'est que c'était fait parce que les femmes dans l'esclavagisme, ils dormaient dans des conditions vraiment insalubres. Fait qu'ils devaient protéger leurs cheveux, ils wrappaient leurs cheveux. Puis à un moment donné, il y avait l'opinion là aux États-Unis qui faisait en sorte que les femmes noires devaient cacher leurs cheveux parce qu'ils distrayaient trop les hommes blancs avec leurs cheveux. Fait que là, ils se sont fait des wraps, mais au cours des années, ils ont créé des nouveaux wraps plus gros, plus extravagants. C'est devenu partie intégrante de la culture noire. Il y a une raison pour laquelle les personnes noires se font des wraps, puis ça fait des centaines d'années, que ce soit pendant l'esclavagisme ou en Afrique. Il y a toujours une raison pour laquelle on se fait des wraps de cheveux. Fait que pour une personne blanche qui se fait un wrap de cheveux ou des cornrows, ça va pas avoir la même valeur culturelle, la même importance au-delà de l'esthétisme. Essaye au moins de connaître l'histoire. Faire du rap, tu sais, Eminem fait du rap, puis il a grandi dans la culture noire, fait qu'il a grandi en étant conscient de toutes les inégalités raciales que les personnes noires avaient. Donc, essaye au moins de connaître l'histoire de ce que ça signifie de porter telle affaire, de porter, mettons, le bindi, de faire du yoga, de qu'est-ce que c'est, pourquoi le yoga c'est comme ça, pourquoi ça existe, et à quoi ça sert pour les personnes racisées. Pourquoi ne peut-on pas dire We are one, il y a juste une race? Le but n'est-il pas justement d'inclure tout le monde? Pourquoi on dit pas We are one? C'est parce que même notre langage est fait en sorte qu'on soit capable d'identifier les races. Parce que le langage est associé à la façon dont on construit le monde autour de nous. Fait que les humains ont construit des races. C'est pas des concepts biologiques. Fait que c'est pas, oui, il y a une race biologiquement dans l'humain parce que les humains n'ont pas été séparés assez de millénaires pour qu'on développe des mutations génétiques puis qu'on soit différentes races. Nous sommes plusieurs races au sens sociologique, dans le sens que l'humain a construit des séparations, surtout par rapport à la couleur de peau, qu'est-ce que le visage a l'air. Par exemple, mon nez est associé à des traits de personnes noires. Ça peut être aussi l'accent. On a construit des races de manière sociologique. Fait que si tu dis on est une race, t'es pas dans le bon débat, on débat pas. Tu ignores la différence plutôt que de l'acknowledge, genre. C'est ça, t'es pas dans le bon débat parce qu'on parle pas de biologie. De deux, les conversations sur les racismes, c'est des conversations nécessairement sur la sociologie ou l'anthropologie. Puis de trois, pas voir les races comme construit social, ben c'est pas voir le racisme. C'est refuser de voir qu'il y a des gens qui sont traités différemment à cause de cette race-là. C'est pas la classification qui est mauvaise, c'est le fait qu'il y a des races qui sont données plus de privilèges que d'autres, puis que d'autres qui vivent des inégalités raciales. C'est pas mauvais d'être une personne blanche. T'as pas décidé, t'es juste né comme ça, là. Ta mère t'a accouché puis t'étais blanc, là. Ce qui est mauvais, c'est juste qu'il y a des personnes qui ont pas accès à des opportunités que tu peux avoir accès à, juste à cause de leur couleur de peau, ou juste à cause de leur accent, ou à cause de leur origine, ou de leur statut d'immigration.
Suis-je par défaut complice des comportements et commentaires racistes de mon entourage? Si tu voyais quelqu'un se faire battre dans la rue, est-ce que tu interviendrais comme personne? C'est la violence envers un individu. Tu interviendrais parce que c'est la bonne chose à faire. Donc si tu vois quelqu'un dans ta famille qui dit, mettons, les personnes musulmanes sont pas bonnes pour travailler, ou les personnes arabes sont pas aussi compétentes que les personnes blanches, tu devrais intervenir, parce que si tu dis rien, ça veut dire que tu es complice. Parce que tu sais que la personne dit quelque chose de raciste. Si tu veux pas être complice puis tu veux que le racisme se termine pour le bien de tous, pour l'égalité de tous, ben tu devrais intervenir. Les personnes, à force d'avoir des préjugés comme ça sur leur dos, ben il y a des inégalités qui se forment puis qui font en sorte que ces personnes n'ont pas les mêmes opportunités que les personnes blanches. Plus que les gens qui ont des propos racistes vont se rendre compte que leur entourage ne tolère pas ça, moins ils vont en avoir, puis moins... C'est ça, les gens sont racistes parce qu'ils se rendent compte que personne réagit puis personne ne fait rien. On sait depuis des années qu'il y a de l'islamophobie au Québec. Il y a des campagnes sur le fait que il y a des groupes extrême droite qui pensent que les musulmans s'attaquent pas à notre culture, alors que les musulmans c'est pas un groupe monolithique. C'est plein de personnes différentes, de plein d'histoires différentes. Mais même si tu dis les musulmans s'attaquent pas n'importe qui peut être musulman, là. C'est pas... Ouais, ça parle pas. Les personnes sont essentialisées par rapport à un critère, mais ils n'ont rien d'autre en commun. Comment, mettons, une blanche ou un blanc peut être un allié? L'étape la plus importante de comment être un allié pour les personnes qui vivent le racisme, c'est l'écoute active, juste écouter puis comprendre leur vécu puis comprendre tout ce qui vient. Puis pas comme penser que quand ils disent cette personne d'une autre race me dit genre telle chose, ça m'a blessé, pas essayer de questionner leur vécu, à savoir si c'est valide ou pas, dire que c'est pas comme ça va bien aller, puis comme c'est pas grave. Banaliser. C'est ça, banaliser que ces personnes-là vivent. Parce que c'est ça le pire de vivre du racisme, c'est que personne peut t'écouter en parler à part d'autres personnes qui vivent la même affaire. Comme par exemple moi, comme militante, j'ai vécu des menaces. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont écouté, puis qui ont dénoncé le harcèlement que je vivais. Justement, ces personnes-là sont des alliés, puis ils savent écouter ce que j'ai à dire, puis comprendre de où ce que ma peine vient, puis ma colère vient. Que tu t'es fait dire? Je me suis fait dire, par exemple, par un gars que s'il pouvait, il est contre la violence contre les femmes, je le cite, mais que s'il pouvait me prendre dans une pièce puis me battre pendant des heures. Donc ça, c'est le genre de truc que je me suis fait dire, puis c'est le genre de truc qui est totalement inacceptable, mais comme militante antiraciste, je suis sujette à des discours comme ça systématiquement. Ou seulement un allié. Le terme numéro 2, je dirais que c'est d'être conscient de son privilège comme personne blanche. C'est comme tout le temps se dire dans des situations sociales, mettons je marche dans la rue, je me fais accoster par la police. Qu'est-ce qui arriverait si j'étais pas blanc? Est-ce que je serais autant cru si j'étais pas blanc? Si t'es dans un dépanneur, tu te fais accuser de voler, qu'est-ce qui arriverait si t'es pas blanc? T'es dans un party, puis c'est majoritairement des personnes blanches, puis t'es la seule personne qui serait pas blanche. Qu'est-ce qui arriverait? Comment tu te sentirais? C'est des situations comme ça qui te permettent de travailler sur ton privilège puis de comprendre son ampleur. À Montréal, vu que les gens ont plus de contact avec des personnes des minorités visibles, c'est comme le tiers de la ville. Là. Pas que c'est moins raciste, c'est juste qu'ils ont moins de misère à comprendre la diversité puis comme pas prendre ça pour un big deal qu'une personne soit voilée par exemple. Mon amie Vanessa, son père est noir, sa mère est blanche, mais blanche, elle a des traits blanches. Fait qu'elle a connu le white privilege toute sa vie, mais son frère, qui est beaucoup plus foncé, lui a eu beaucoup plus de troubles avec le racisme. Fait que des fois, c'est juste une question de ce que t'as de l'air. Oui, ben c'est ça. White passing privilege, c'est quand t'es une personne racisée comme une personne arabe ou une personne, mettons, asiatique ou une personne noire pâle, whatever. Il y en a de toutes les races. Que t'as tellement l'air pâle puis t'as tellement des traits européens que les gens pensent pas que t'es d'une autre race jusqu'à ce que tu leur dises. Fait que t'es comme exempté de... C'est ça, sauf que c'est un privilège qui est conditionnel. Que t'as seulement ce privilège-là d'être considéré comme blanc quand tu le dis pas. Fait qu'il faut que tu nies une partie de ton identité pour pouvoir avoir ce privilège-là. C'est quand même de la merde. Dans une situation sociale, ça peut être utile. Ça peut même sauver la vie à des personnes comme... Ils n'ont pas autant de misère avec la police parce que la police... Mais en même temps aussi, ça doit être difficile à... Tu sais, mettons, quand que t'as plus le white passing privilege que le reste de ta famille, de comme arriver dans une situation où toi, ça va bien passer puis le reste de ta famille, non. Surtout, t'es invalidé comme personne parce que les gens sont comme « Ah, mais t'es pas vraiment une vraie personne racisée. Parce que t'es plus pâle. Mais ça, c'est le colorisme. Ça veut dire que
Ça part du fait que, moi je parle pour les personnes noires parce que c'est une autre affaire pour les personnes asiatiques, ça part du fait que les personnes noires étaient plus pâles, étaient les esclaves de maison. Même au Canada, il y a eu de l'esclavagisme aussi. Les esclaves de maison parce qu'ils étaient plus près des traits eurocentrés. Les personnes plus foncées étaient dans les champs. Fait que les personnes étaient dans les champs maltraitées, c'était de la merde, oui, mais les personnes à l'intérieur, surtout les femmes, c'est elles qui étaient le plus propices à subir des agressions sexuelles, puis à se faire violer systématiquement et à faire des enfants de leur maître esclave. C'est elles qui devenaient de plus en plus pâles à force d'être dans les maisons. Ça fait comme un cycle. Les personnes qui ont la peau plus claire, même dans mon pays, sont favorisées. Ça fait pas longtemps là, que des personnes foncées comme moi à la télé. Quand j'étais jeune, les modèles c'était genre Beyoncé, mais c'est comme Beyoncé vraiment pas comme moi. Non, c'est ça. Beyoncé est vraiment claire. C'est-tu difficile pour toi, mettons, d'avoir l'impression que ta culture ou ce que t'es est pas assez représenté dans la télé ou genre à la radio, whatever? Je dirais que sur le web, c'est plus facile parce que justement, je peux choisir ce que je prends comme média. Fait qu'il y a des Vive magazines. le web. Fait qu'il y a des médias qui sont spécialisés pour la culture noire, mais la dernière étude disait qu'il y avait 3% de personnes racisées en rôle principal à la télé au Québec. À l'automne passé. Habituellement c'est 5%, mais là c'est rendu 3. Qui a comme personne racisée à la télé? Ben, c'est juste le fait que même s'il y en a qu'on trouve pas puis qu'on pense pas, demande-moi une personne blanche, c'est facile d'en trouver 15. C'est ça. Fait que juste qu'on cherche, c'est un problème. C'est ça, juste que le fait qu'on cherche, je trouve que ça fait partie du racisme représentatif, du fait que les jeunes personnes noires, les jeunes personnes asiatiques, les jeunes personnes latinos, ils peuvent pas avoir de représentation à la télé. Ça existe juste pas. On est juste pas là. Fait que t'as pas de modèle positif auquel tu peux relate à la télé. Tandis que toute personne blanche ici peut relate à qui t'écoute VAG TV, puis t'as des personnes comme toi. C'est ça. C'est ça. C'est que pour nous, c'est pas la même chose. On doit aller piger ailleurs. On doit aller regarder BET aux États-Unis. On doit aller regarder des chaînes YouTube. Puis je suis contente que maintenant il y ait Internet parce que justement il y a plus un appel pour la diversité, un cri pour la diversité. C'est comme, je peux pas vraiment juste me représenter par Karim Ouellet. C'est ça, t'as juste lui, t'as pas d'autre choix, je suis désolée. Est-ce que tous et toutes les blanches sont racistes? Tout le monde a des biais. Même moi, tout le monde, genre ta soeur, ta voisine, tout le monde a des biais. Puis c'est pas mauvais en soi d'avoir des biais parce qu'on est socialisé à avoir des biais. Par exemple, si quand tu ouvres la télé puis tu écoutes majoritairement des films américains quand t'as grandi, ben les femmes noires sont dans 3 rôles, impunément. C'est la séductrice, l'esclave ou la femme de ménage. Ça fait en sorte qu'on est socialisé à avoir des biais et des attentes envers les personnes noires. Par exemple, on s'attend que les femmes noires sont toutes sassies, alors que on n'est vraiment pas toutes sassies. On s'attend à ce que les personnes noires savent toutes bien danser, alors qu'on sait vraiment pas toutes bien danser. Genre, je pourrais danser, mais je ne peux pas le faire parce que je suis vraiment pas bonne. C'est ça, tu sais, tu connais tous les stéréotypes, puis tout le monde le sait. Tout le monde a des biais, puis c'est pas mauvais en soi, sauf que le problème, c'est que ces biais sont défavorables juste envers les personnes racisées. C'est comme des stéréotypes de blanc, mais c'est pas vraiment détrimental. C'est comme, les personnes blanches vont au Starbucks. Oh, ok! C'est comme, wow! Vous pouvez vous individualiser puis dire, non, moi je suis une personne blanche, mais j'aime pas ça. Tandis que moi, j'essaie de faire comme, non, je suis une personne noire, mais je suis pas assis. Le monde va, non, essaye quand même! Ou tu sais twerker, on sait bien. Twerk, s'il te plaît! Moi, dans tous les parties ever. Dans le fond, c'est que, est-ce que toutes les personnes blanches sont racistes? Je dirais qu'en fait, tout le monde est raciste. Tout le monde grandit avec ces biais-là. D'ailleurs, il y a un test sur le site de Harvard. Moi, ça m'a donné une préférence forte envers les personnes noires. Parce que j'ai grandi, j'ai une mère noire, un père noir, un frère noir, mes amis. Beaucoup de mes amis sont noirs, j'ai grandi dans la culture noire. J'ai même pas mangé de poutine avant que j'avais comme 13 ans. Là. C'est pas parce que t'aimes pas les blancs, c'est juste parce que t'es référence à ce qui t'a rendu heureuse, à ce qui t'a fait sentir. C'est ça. Ce que j'ai grandi, c'est avec majoritairement les personnes noires. Fait que c'est normal, au fond, au final, que j'ai un biais positif envers les personnes noires parce que c'est mon peuple. Puis la façon de plus s'ouvrir, de plus en inventer dans sa culture, d'écouter plus de films par rapport à ça. C'est ça, c'est que tout le monde a des biais, mais personne n'est prisonnier de ses biais par contre. Fait qu'on peut tout le temps se déconstruire de ses biais, puis on peut lire sur des horizons qu'on n'aurait pas pensé à faire avant, parce qu'on est tout le temps pogné avec le même monde, puis les mêmes personnes. On peut regarder des films d'autres cultures, on peut s'informer avec des médias qui sont pas
occidentaux, on peut s'informer avec le point de vue des personnes du monde occidental. Personne n'est empêché de faire ça. Puis ça aide à déconstruire notre racisme puis nos biais intérieurs. Au final, les personnes blanches, même s'il y a des préjugés raciaux qui sont imposés à eux, ben, ils peuvent être individualisés puis s'en défaire. Okay. Tandis que nous, on est essentialisés. Par exemple, là, les gens vont dire « Ah, une personne noire qui parle, mais je ne parle pas pour toutes les personnes noires parce que personne m'a élue représentante. » Mais tu dois quand même justifier que tu représentes pas la... C'est ça, moi, on sait très bien que je représente pas toute la race blanche. C'est ça. Que les gens disent que les blancs savent mal danser, ben s'il y a un blanc qui vont... mais que ça c'est bien dansé, mais comme ils vont faire « Ah, ils vont pas penser à ce préjugé-là en arrière. » Comment réagir quand on se fait call-out? C'est quoi un call-out? Un call-out, c'est dans le fond quand quelqu'un te dit, mettons tu fais un statut, une petite blague, Ah, les noirs mangent du poulet frit. Sauf que t'as pas conscience que l'histoire du poulet frit, c'est que les personnes noires étaient forcées de manger constamment du poulet frit pendant l'esclavagisme parce qu'il y avait pas d'autre nourriture. Puis là, quelqu'un te dit « Ah, mais tu sais, c'est vraiment raciste ta blague. » Puis genre, j'aimerais ça que tu le fasses plus à l'avenir. Puis là, ça serait un call-out. Et comment réagir si je me fais call-out par quelque chose que je me suis pas rendu compte que c'était raciste? Puis mettons que tu fais ça. La première étape, c'est écouter ce que la personne a à dire. C'est comme, comment être un allié, écouter ce que la personne a à dire. Soit elle va t'expliquer, soit elle va te dire, est-ce que tu pourrais aller t'éduquer parce que moi, j'ai pas l'énergie. Les gens sont jamais forcés de t'éduquer. C'est du travail d'éduquer quelqu'un, puis ça peut être épuisant, surtout si la personne est défensive, puis t'as pas juste ça à faire de ta vie. Puis toi, dans le fond, ton rôle, c'est faire je comprends pourquoi c'est ce l'est, réfléchir de ton bord pourquoi c'était pas correct, puis t'excuser. Je ne le referai plus à venir, je sais que c'est offensant. Un cas, c'est juste comme quelqu'un te dit que tu l'as blessé, puis tu t'excuses au final, ou tu t'éduques pourquoi c'est problématique. Puis c'est comme ça que le processus de déconstruction s'enclenche. C'est quand tu remets en question tes comportements. C'est quand tu remets en question ta façon de faire, puis ta façon d'être éduqué. C'est comme ça qu'on peut avancer dans le monde en ayant conscience de que ce qu'on fait n'est pas toujours correct. C'est bien correct d'être problématique, tout le monde l'est. Même moi, comme militante, des fois j'ai pas raison, des fois je me trompe. Je vais call-out aussi comme tout le monde. On devrait juste parler de ce qu'on connaît ou de ce qui nous touche, finalement, puis d'accepter que ce qui nous touche pas, c'est pas quelque chose sur quoi on peut se prononcer comme ça. C'est ça. Si je fais une blague à propos des personnes en situation de handicap, et que là, une personne qui est handicapée me dit « Je suis vraiment offensée par ta blague », je vais pas m'obstiner sur sa réalité. Je suis pas une personne, mettons, à motricité réduite. Fait que pourquoi je m'obstinerais sur quelque chose que je connais pas, juste pour avoir raison sur la personne, puis dominer la personne? Si, dans le fond, au final, c'est elle qui est touchée par le système de pression, c'est pas moi. Fais juste prendre du recul sur la situation. Ouais. Je vais te laisser faire ça. J'ai comme peur que ça m'explose dans les mains. Ah, c'est pas bien! Ils ont été amenés ici pour développer l'économie de l'Occident. C'est l'esclavagisme. L'esclavagisme, ouais. Des personnes autochtones et noires. Ils ont fait pleinement partie de l'économie. Mais quand ils ont été libérés, ben, il y avait un gros trou de main-d'œuvre à remplir. Fait après qu'ils ont été libérés de l'esclavagisme, surtout des États-Unis, il y a un changement dans le 13e amendement pour faire en sorte que toutes les personnes qui sont incarcérées peuvent faire du travail non rémunéré ou très peu rémunéré. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont incarcéré en masse les personnes noires qui étaient libres pour des petits crimes de merde, là, genre faire des petits vols mineurs, là. Rien de grave, là, rien de violent, pour faire en sorte que ces personnes noires-là soient incarcérées, donc soient à la position de l'État et continuent d'être... J'ai écouté 13th sur Netflix, tu devrais l'écouter, c'est un documentaire sur le 13e amendement. Un documentaire à écouter pour tous les intéressés. Ce documentaire-là explique comment les personnes noires sont encore en esclavagisme aux États-Unis. Selon le CREMIS, les personnes noires ont 7 fois plus de chances de se faire arrêter pour consommation ou possession de marijuana, alors qu'on ne fume pas plus que tout le monde. Les personnes noires ont 2 fois plus de chances de se faire arrêter que les autres. On n'est pas plus dans la criminalité, c'est juste que on se plus target. C'est plus d'association. Fait que les gens sont inconfortables de parler de race. Moi, je suis complètement inconfortable de parler de ça. Moi aussi, je donne des conférences, mais chaque fois que j'en donne, je suis tout le temps vraiment mal à l'aise. Je pense que c'est difficile de parler de ça avec, mettons, que moi, essayer de comprendre mes privilèges, puis de toi, comme m'expliquer le mieux que tu peux, puis c'est quoi ta réalité. C'est difficile parce qu'on sait pas comment l'autre pense, comment l'autre voit les trucs. C'est ça, mais il y a plein de mécanismes aussi que les personnes blanches font. Ça a été étudié, par exemple, la solidarité blanche. C'est le plus commun, je dirais. C'est quand une personne blanche a fait corps pour racisme. Il y a une personne blanche qui vont faire en sorte de dire non, je la connais, elle n'est pas raciste. C'est une bonne personne. Alors que le fait d'être raciste n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne personne. On grandit tous
avec des billets raciaux. On grandit, on les voit dans les médias, partout. Le fait d'être raciste, inconsciemment, c'est pas à propos d'être une bonne personne, une mauvaise personne qui est raciste, le KKK. Mais on se dit pas, on pense pas que nos petites microagressions, par exemple, de toucher des cheveux d'une personne noire sans son consentement, ce qui arrive tout le temps. Même pas le goût de toucher les cheveux des blancs des fois. Ah, j'ai un chum pour ça, blanc, fait que je le fais tout le temps. Justement, ils le font à nous, puis est-ce que c'est normalisé, mais si on leur fait en retour, puis on dit waouh, tes cheveux ont l'air de spaghetti, ils vont être genre, de quoi tu parles? Je pleure de rire si quelqu'un fait ça. Tes cheveux ont l'air de spaghetti, qui vont être genre, de quoi tu parles? Full offensé. Justement, les gens pensent que le racisme, c'est exclusif genre au KKK puis au suprémacisme blanc, mais c'est plus compliqué que ça. Si j'ai un privilège à propos d'autres choses aussi, là. J'ai pas d'autres privilèges, j'ai pas fait mal d'en avoir. C'est juste de les prendre en considération. Comme avant qu'on fasse la vidéo, ce que t'aurais vraiment comme le plus le goût que le monde sache. C'est qu'ils ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir pour faire changer les choses, puis ça commence par call out les personnes dans votre famille, vos entourages. Je sais que c'est inconfortable, je sais que c'est pas nice, mais c'est nécessaire parce que ça affecte des personnes dans leur vraie vie, ça affecte des personnes, ça leur réduit des opportunités. Fait qu'il faut que vous preniez une action si vous êtes capable de le faire. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe le genre, peu importe whatever, faut que tu prennes une action pour contrer le racisme, puis ça commence par soit réaliser son racisme intérieur, puis comme essayer de le déconstruire, puis essayer de faire en sorte que de le dénoncer quand tu le vois. Faut jamais prendre pour acquis que ce qu'on a en ce moment, c'est ce que tout le monde a. C'est pas le cas, puis ça sera jamais le cas si on travaille pas pour ça. Wow, merci tellement. Ça me fait plaisir. Cette vidéo-là va durer une demi-heure pour vrai, là. On a parlé pendant comme une heure et demie. Tellement. Mais moi, je suis trop contente. Gros wake-up call toute la soirée. Ça fait du bien. C'est cool de, tu sais, comme là, ils sont chez eux, ils se font remettre à leur place sans que personne les voit être genre mal à l'aise avec ça. Faisons en sorte que ça change et réalisons nos privilèges, la gang. Puis il y a deux petits mots qu'il faut dire sur ma chaîne YouTube à la fin de mes vidéos. Je sais pas oui! Je l'ai. Ben, dans le fond, je la suis depuis que j'ai genre 15 ans. Fait que je suis une OG fan de Lisande. Ça a l'air qu'elle était dans mes premiers 1000 abonnés. Fait que et pour ça, en plus, c'est encore plus un honneur pour moi de t'avoir ici. C'est comme à double meaning. Je suis vraiment contente. Fait que faut dire à la fin des vidéos, full love! Full love!